Yann Monplaisir parle de la gravité de la situation économique de la Martinique. Quelle est votre analyse? C'est précisément l'un des points sur lesquels nous sommes entièrement d'accord avec Yann Monplaisir, dans l'analyse de la situation. La réalité, c'est que le bilan économique d'ensemble pour une Martinique nouvelle, depuis 5 ans, est catastrophique. Et ce bilan économique catastrophique a bien évidemment des conséquences désastreuses sur la situation sociale et sur la situation sociétale de la Martinique. La Martinique n'a pas avancé, le chômage n'a pas diminué, bien au contraire, entre le premier trimestre 2010 et juin 2015, c'est bien 8221 chômeurs de plus que compte la Martinique, toutes catégories confondues. Donc on le voit bien, même si aujourd'hui on nous présente des bilans qui sont trafiqués, on nous présente des courbes de chômage qui ont diminué, la réalité qui vient des statistiques officielles, objectives, c'est que la Martinique compte 8221 chômeurs de plus. Et bien évidemment, cette réalité est due à la difficulté croissante des entreprises martiniquaises. Ces entreprises martiniquaises qui n'ont pas reçu les subventions prévues par la région, qui n'ont pas reçu le soutien prévu par la région notamment. Ces entreprises martiniquaises qui sont au contraire pénalisées par des délais de paiement qui sont devenus indécents, inacceptables. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Les entreprises même qui fournissent des services aux collectivités ne sont pas payées, sont en difficulté, licencient massivement, et souvent des chefs d'entreprise nous ont fait le témoignage de d'eux qui sont obligés de licencier à leur corps défendant, parfois leurs propres amis dans les entreprises. Alors ces licenciements massifs, ils aboutissent à quoi? À une explosion du nombre d'allocataires du RSA. Il y avait en Martinique au premier trimestre 2010 28 262 allocataires du RMI à l'époque. Aujourd'hui, la Martinique, 5 ans après, compte 45 229 allocataires du RSA. C'est-à-dire que la souffrance a bel et bien augmenté en Martinique avec Serge Letchimy, avec François Hollande à la tête de la République française. Et pourtant ces chiffres-là sont obtenus, qui sont déjà catastrophiques, sont obtenus alors même que la Martinique, en 5 ans, a perdu près de 10 000 jeunes qui sont partis de Martinique, parce qu'on ne leur ouvre plus de portes, on ne leur ouvre plus de perspectives dans notre pays. Des jeunes qui ont été découragés parce qu'ils étaient soit porteurs de projets, soit en recherche de formation professionnelle, soit en recherche de stabilité professionnelle après les études ou pas. Ces jeunes-là ont perdu espoir dans leur propre pays. Et s'ils étaient restés en Martinique, ces 10 000 jeunes-là, ils seraient venus encore gonfler les chiffres. Ça n'aurait pas été 8 221, mais bien 18 221 chômeurs de plus. Et dernier élément, le Pôle emploi, cette année, en année électorale, s'est permis de radier 4175 Martiniquais. Alors que, bon an, mal an, en moyenne, c'est 2000 radiations qu'on observe sur une longue durée. Cette année, ça a doublé. Donc ça fait encore 2175 de plus qui seraient venus encore gonfler les chiffres du chômage en Martinique. Donc ces chiffres-là, qui sont déjà une sous-estimation de la réalité, sont beaucoup trop importants pour qu'on puisse accepter l'idée que la Martinique avance. La Martinique n'avance pas. La situation économique est vraiment très préoccupante. Que peut apporter cette alliance avec l'équipe de Yann Monplaisir? Mais je considère que c'est une alliance qui est saine. Et il ne s'agit pas pour nous, ne s'est pas agi pour nous, contrairement à nos concurrents, d'aller débaucher les personnes personnellement, en leur promettant des emplois pour leurs enfants, en leur promettant de boucher le trou de leurs budgets municipaux suite à leur mauvaise gestion, en leur promettant des places de sénateurs. Je crois qu'il y a 2 postes de sénateurs en Martinique qui ont été promis à près de 24 maires. Vous imaginez? Non, notre démarche a été très différente. Il ne s'agit pas pour nous de faire travailler ensemble des gens qui ne s'apprécient pas et qui ne sont pas sur les mêmes bases. Mais
ce qui s'est passé dans le cadre de cette alliance avec la liste Bas Pays en Chance, c'est, je crois, quelque chose d'exceptionnel pour la Martinique. Car il s'agit bel et bien de faire travailler ensemble des gens qui ne sont pas sur le même positionnement politique, certes, mais qui partagent la même vision globale, qui partagent déjà un constat d'une situation préoccupante et qui partagent les grandes lignes d'une action à mener au service de la Martinique. Donc je dis que cette union-là qui a été faite avec la liste Bas Pays en Chance, c'est un enrichissement pour nous au Grand Assemblée, parce que ces gens-là vont venir avec leur manière de voir, avec leur expérience, leur intelligence, leur potentiel, et je crois que ça correspond à ce que la Martinique profonde attend. Il ne s'agit pas de considérer qu'il y a un seul parti politique qui possède la vérité. Non, c'est dans la diversité des points de vue que l'enrichissement pour tous peut venir. C'est en échangeant qu'on apprend à s'enrichir et qu'on est capable de proposer des solutions beaucoup plus pérennes, beaucoup plus durables, des solutions beaucoup plus pertinentes. Donc, la démarche qui est la nôtre, c'est une démarche qui consiste à mettre en avant ce qui nous rassemble, plutôt que de rester campés sur ce qui nous divise, ce qui nous oppose. Parce que précisément, nous partageons une même analyse, une même vision, un même amour pour la Martinique. Je crois que nous sommes en train de donner un exemple à la Martinique, de montrer que des gens qui ne sont pas dans les mêmes partis politiques peuvent travailler ensemble au service de la Martinique et pas pour se servir précisément. Il semblerait que la Martinique soit victime de nouveaux problèmes avec les fonds européens. Confirmez-vous? Oui, je confirme. Et c'est encore une source de préoccupation. Il est clair qu'aujourd'hui, la gestion des fonds européens par les collectivités majeures de Martinique est là encore un sujet de préoccupation. Parce qu'il nous revient que 200 millions d'euros de factures acquittées qui devraient remonter ne sont pas remontées et doivent être remontées avant le 31 décembre 2015. Vous imaginez? Et cette information nous vient des services de l'État qui sont en charge du suivi des fonds européens. Donc 200 millions d'euros de factures acquittées qui ne sont pas encore remontées. Alors bien évidemment, j'imagine que ce sera le branle-bas de combat pour faire remonter des factures plus ou moins fantaisistes et ce qui, encore une fois, va faire que la Martinique va perdre en crédibilité, va perdre en confiance. Parce que si ces 200 millions d'euros ne remontent pas, c'est ce qu'on appelle précisément le dégagement d'office. L'Europe se désengage de ces montants-là, de ces dépenses-là. Donc, une fois de plus, un risque important pèse sur les finances des collectivités martiniquaises. Or, les finances des collectivités martiniquaises, ce sont les impôts des Martiniquais. On voit bien, à travers cet exemple-là, qu'une mauvaise gestion, une mauvaise ingénierie financière, une mauvaise organisation des services conduit finalement à des résultats catastrophiques. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes la dernière région de l'outre-mer s'agissant de la gestion des fonds européens. C'est nous qui avons les résultats les moins performants. Donc, alors qu'il n'y a pas si longtemps, la Martinique était un exemple à suivre pour la Guadeloupe, pour la Guyane, pour la Réunion. Aujourd'hui, nous sommes tombés à la dernière place. Et s'agissant des fonds européens, lors du contrôle précédent, on avait déjà eu une idée de ces difficultés-là, puisque les 10 millions d'euros de factures non acquittées ou de factures non conformes du CERECMIA étaient venus déjà poser un problème sérieux quant à la crédibilité de la Martinique. 10 millions d'euros d'argent qui devait servir pour des programmes pour les étudiants martiniquais ont disparu, se sont évaporés. Parce que ce laboratoire CERECMIA a utilisé cet argent-là pour faire tout autre chose qu'aider les étudiants martiniquais, avec la complicité et la bénédiction du PPM, dont le directeur des CERECMIA est un membre éminent. Vous voyez la gravité de la situation? C'est précisément par rapport à ça que nous appelons les Martiniquaises et les Martiniquais à se mobiliser pour dire non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à s'endetter sans voir les résultats. Nous ne sommes pas opposés à l'endettement, mais lorsqu'on s'endette, il faut s'endetter déjà raisonnablement et d'autre part, il faut qu'on puisse voir le résultat concret de l'endettement. Ce résultat concret-là, il doit apparaître dans une amélioration de notre vie quotidienne. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est même pas le cas. On ne sait même pas véritablement, selon les dires du président du conseil régional, quel est le taux d'endettement de la Martinique aujourd'hui. Lors d'un débat
récemment, le président du PPM, le président de la région, a commencé par dire que la dette de la Martinique, c'était 11 € par tête d'habitant. Ce qui paraît très peu, c'est excessivement bas. Et au cours du même débat, en fin d'émission, il parle de 330 € par tête d'habitant. Nous avons fait une investigation. Et c'est ce qui remonte clairement, objectivement, c'est que ce n'est ni 11 € ni 330 € par tête d'habitant, mais bel et bien, écoutez bien, 1750 € par tête d'habitant. La dette de la Martinique aujourd'hui, sur chaque Martiniquaise, sur chaque Martiniquais, c'est 1750 € par tête d'habitant. Ce qui fait que nous sommes l'une des régions les plus endettées de toute la France. Alors que nous étions number one il n'y a pas si longtemps. La région la moins endettée et qui pourtant investissait massivement dans l'économie, dans l'éducation, dans la formation professionnelle. Donc nous voyons bien qu'aujourd'hui nous avons un endettement record, mais avec des résultats qui sont inexistants. Donc on ne peut pas continuer dans cette dégradation de la situation. On ne peut pas continuer à accepter que l'argent de nos impôts finalement soit dilapidé dans des affaires privées, dans des affaires de corruption, et qu'en définitive, on ne voit pas le bienfait. Où est le Grand Saint-Pierre? Où sont les résultats du Grand Saint-Pierre? Où sont les résultats de l'embellie des Trois-Îlets? Et non, ces résultats-là, on ne les voit pas. Mais pourtant, ce sont des millions d'euros qui ont disparu, je ne sais où. Donc il faut pouvoir faire ce constat-là lucide, objectif. La Martinique n'avance pas et l'urgence aujourd'hui, c'est d'arrêter le déclin, la chute de la Martinique. Et c'est dans cet état d'esprit-là, fort de ce constat-là, que des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont un point commun, une haute idée de la Martinique, une ambition, qui incarne une ambition pour la Martinique, se sont mis ensemble, ont décidé de se mettre ensemble, de mettre les rivalités de côté pour pouvoir précisément amorcer le redressement de la Martinique. Et c'est dans ce sens-là que le rapprochement entre la liste Bapé-Yarchance et la liste du Grand Assemblée s'est effectué sur les bases d'une ambition commune, d'une vision commune pour la Martinique. Pas sur la base de négociations plus ou moins sombres avec les uns et les autres, mais bel et bien pour amorcer le redressement de la Martinique. Et pour amorcer ce redressement de la Martinique, on aura besoin de tout le monde. Il n'y a pas un parti qui serait détenteur d'une vérité. Ensemble, avec ces personnes de bonne volonté, qui peuvent faire partie d'autres organisations politiques, mais qui partagent cet amour-là de la Martinique, oui, nous pourrons faire quelque chose de crédible pour la Martinique. Nous pourrons, avec les Martiniquaises et les Martiniquais, nous concentrer sur les principales orientations et les principales urgences qui sont les nôtres, qui sont celles de ce pays-là. De commencer à mettre fin à cette surdité, à cet aveuglement des élus martiniquais qui sont à la tête des collectivités, à la souffrance qui est en train de creuser son sillon dans notre pays. Que propose votre liste pour redresser la situation de la Martinique? Alors, pour redresser la situation de la Martinique, nous proposons de cibler un certain nombre d'actions, un certain nombre d'orientations claires. Sur le plan économique, je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et il nous faut trouver les moyens de financer l'action publique. Et pour financer cette action publique, nous avons fait le constat que les Martiniquais épargnent beaucoup, mais que cette épargne-là ne reste pas en Martinique et ne bénéficie pas en dernière instance à la Martinique. Donc ce que nous avons lancé, c'est un emprunt obligataire, mais obligataire ne signifie pas obligatoire. Un emprunt obligataire pour que les Martiniquais qui ont confiance qui auront confiance dans cette nouvelle collectivité, dans l'équipe qui va diriger cette nouvelle collectivité, puissent volontairement participer au financement de l'action publique. Donc un emprunt obligataire de 250 millions d'euros, qui ne représente qu'une infime partie de l'épargne des Martiniquais. Et autre orientation, nous considérons qu'une banque publique d'investissement digne de ce nom doit pouvoir bénéficier aux entreprises martiniquaises, aux entreprises qui souhaitent se développer, aux entreprises qui souhaitent investir, et que la banque publique d'investissement ne doit pas se contenter de garantir des emprunts, mais d'aider concrètement comme une banque les entreprises martiniquaises qui ont des projets.
et notamment les petites et moyennes entreprises de la Martinique. Nous proposons aussi d'aider beaucoup plus massivement et de manière beaucoup plus structurée et organisée le secteur qui s'appelle le secteur de l'économie sociale et solidaire. Les associations, notamment les associations d'insertion par l'économique, font un travail extraordinaire dans notre pays. Aujourd'hui, ce rôle-là n'est pas reconnu, ce rôle de ciment de la société n'est pas reconnu. Donc, nous allons structurer les choses au niveau de l'économie sociale et solidaire, notamment des associations sportives, culturelles. Il faut aider beaucoup plus massivement pour maintenir un équilibre au sein de notre société. D'autre part, si on prend le secteur de l'agriculture, il faut qu'on puisse annoncer l'émergence de notre modèle agricole. On ne peut plus se contenter de produire des produits d'exportation massive vers la métropole, entre guillemets, sans valeur ajoutée, sans transformation. Et l'agriculture martiniquaise doit petit à petit, progressivement, retrouver sa vocation initiale, qui est celle de nourrir. Nous devons petit à petit retourner à une agriculture à vocation nourricière et non à vocation d'exportation systématique sans transformation. Donc, ce qui veut dire aller vers la diversification agricole et ce qui veut dire aller vers la transformation, l'agro-industrie. Et puis aussi, un élément important, c'est de revenir à une agriculture propre, à une agriculture qui ne pénalise pas la santé de ceux qui consomment ces produits-là. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers le monde, il y a une montée en puissance des produits de terroir, des produits de qualité. On n'est plus aujourd'hui dans l'agriculture qui se contente de produire en quantité et sans tenir compte de la qualité. C'est à travers la recherche d'une qualité de nos productions agricoles, y compris les productions brutes ou les productions transformées, que nous pouvons espérer redorer le blason de l'agriculture et rendre l'agriculture attractive pour les jeunes martiniquais. Parce que l'agriculture, en définitive, c'est un secteur d'avenir, tout comme la pêche. Est-ce que c'est normal aujourd'hui on soit en train d'observer que les zones d'interdiction de pêche se développent de plus en plus dans notre pays? On interdit des zones de pêche, alors que nous sommes une île, alors que nous sommes déficitaires et largement déficitaires du point de vue de la consommation de produits de la mer. Nous produisons à peu près 6 000 tonnes bon an mal an et nous consommons près de 12 000 tonnes. Donc, on ne peut pas être une zone micro-insulaire et puis afficher de telles performances. Donc il faut réorganiser le secteur de la pêche et de l'aquaculture et mettre les moyens de la collectivité là où vraiment ça peut donner des résultats concrets. Donc la pêche doit aussi être un secteur d'avenir pour la Martinique. Moi j'observe que les marins pêcheurs, découragés, déçus, me disent qu'ils ne souhaitent pas que leur fils prenne la relève. Ça veut dire que là encore, doit-on accepter que ce secteur doit être moribond et doit-on accepter que finalement la pêche doit mourir lentement? Non. Nous portons et nous incarnons une ambition autre pour notre pays et notamment pour l'économie de notre pays.